Voilà à quoi ressemblera la future centrale nucléaire de nouvelle génération d'Hinkley Point au sud-ouest de l'Angleterre. 2 EPR géants construits par EDF qui devraient assurer 7% de l'électricité aux Britanniques. Coût de l'opération 21 milliards d'euros. Le dernier feu vert a été donné aujourd'hui. François Hollande se félicite, EDF aussi. Et pourtant, nombreux sont les experts qui estiment que ce chantier pourrait tourner au fiasco pour l'entreprise et donc pour les finances publiques. Certains prédisent même qu'Hinkley Point sera le fossoyeur d'EDF. Alors vu l'enjeu, on va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Marie-Claire Caïto, bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Fédération Énergie de la CGT. Vous publiez d'ailleurs ce jour cet ouvrage, La Bourse ou l'Industrie, aux éditions de l'Atelier. Loïc Le Floch-Prigent, bonsoir. Industriel, ancien grand patron dans le domaine de l'énergie, toujours conseiller d'ailleurs dans ce domaine et auteur de cet ouvrage, La bataille de l'industrie chez Lafon. Jean-Pierre Pervez, bonsoir. Vous êtes expert nucléaire auprès de la Société française de l'énergie nucléaire. Vous êtes l'ancien directeur du Centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique. Et puis Thierry Gadot, bonsoir, journaliste, bonsoir. Fin connaisseur du dossier EDF, puisque vous aviez écrit ce livre, EDF, la bombe à retardement, aux éditions First. Vous allez nous dire si vous pensez qu'elle est prête à exploser maintenant avec cette décision du jour. Alors la question justement est la suivante. Est-ce que le feu vert au projet d'EDF, d'Hinkley Point en Grande-Bretagne, est oui ou non une bonne nouvelle, comme on le dit au gouvernement, comme le pense François Hollande et le patron d'EDF? Je commence pas par vous, Madame Caïto, parce que je sais ce que vous en pensez. Les syndicats sont engagés. Vous allez nous dire pourquoi. Peut-être Loïc Le Floch-Prigent, votre avis d'industriel? Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas optimisé l'EPR et par conséquent le vendre avant les réacteurs de nouvelle génération et vraisemblablement les nouveaux générateurs ne seront pas ces EPR que nous venons de vendre à la Grande-Bretagne, et c'est pas plus que celui de Flamanville. On n'a pas optimisé, premier sujet. Deuxième sujet, c'est que EDF effectivement est fragilisé puisque il va avoir un investissement considérable qu'il est tout seul à faire, enfin tout seul avec les Chinois, mais tout seul, alors que dans le programme précédent, il était question de la garantie de la Banque d'Angleterre, de la garantie anglaise, c'est-à-dire que les Anglais prenaient un risque. Là, il y a zéro risque pour les Anglais. La Banque d'Angleterre a retiré sa garantie. Absolument. Ce qui n'est pas très bon signe, a priori. C'est très mauvais signe, c'est-à-dire ça veut dire que l'ensemble de la construction va être fait par EDF avec l'argent d'EDF, argent qu'il n'a pas. Par conséquent, il va falloir aller le chercher et ça va mettre en péril effectivement EDF, d'où les discussions sur le sujet. Donc c'est une mauvaise nouvelle parce qu'elle n'est pas réfléchie, c'est une décision politique, mais ce n'est pas une décision technique et industrielle. Thierry Gadot. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle. Le scénario du pire est en train de se mettre en place concernant EDF, c'est-à-dire que dans quelques années, on constatera qu'EDF est en faillite, mais la faillite remonte déjà à quelques années. Donc pour vous, là, c'est la faillite qui est actée ce soir. L'une des bombes que recelait EDF vient d'exploser. C'est une décision exécrable de la part de l'Angleterre parce que ça coule complètement l'entreprise. Marie-Claire Caïto, c'est aussi l'avis de votre syndicat. Oui, plusieurs experts disent la même chose. Vous n'êtes pas entendu sur cette question? Qu'est-ce qui échappe là à cette décision selon vous? Non, mais pour nous d'ailleurs, le feu vert que vient de donner l'Angleterre ne change pas et notre position sur le sujet et les procédures que nous avons entamées, aussi bien avec le comité central d'entreprise qu'avec les administrateurs salariés. En justice? En justice, pour le CCE, parce que nous estimons que les experts qui ont été mandatés n'ont pas eu accès au niveau d'information suffisant. On vous a caché des informations, selon vous? On ne nous a pas donné accès aux informations. Et au niveau du conseil d'administration, puisque les administrateurs, quand ils ont eu à se prononcer fin juillet sur le projet Hinkley Point, n'avaient pas le même niveau d'information d'une part, et que certains administrateurs n'auraient pas dû prendre part au vote, puisque leur entreprise vont bénéficier du marché avec l'Angleterre. C'est-à-dire qu'ils sont en conflit d'intérêts. En fait, vous dites que la décision a été emportée par des votes de personnes en conflit d'intérêts dans ce dossier. Entre autres, oui. C'est-à-dire que si on recompte les votes, on pense qu'il y a des personnes qui n'auraient pas dû voter. Alors sur le fond, sur le sujet Hinkley Point, nous, ce que nous pensons, c'est qu'avoir une coopération avec l'Angleterre sur le nucléaire, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet industriel et on en a besoin. C'est quand même la relance de la filière nucléaire européenne via la France. Donc, si vous voulez, pas une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle de faire une coopération avec les Anglais sur le nucléaire. Et justement, on n'a pas le droit à l'erreur. Dans les circonstances actuelles, nous considérons que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et pas le droit à l'erreur, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous considérons que d'un point de vue financier, industriel et social, les conditions ne sont pas réunies pour faire ce projet. Et donc, nous demandons un plan B, c'est-à-dire de pouvoir le retarder de 2 à 3 ans pour qu'il se déroule de bonne façon. Ce que proposait d'ailleurs le directeur financier d'EDF qui a démissionné. On va y revenir. Et c'est le bon sens. On va y revenir. Je voudrais qu'on entende M. Pervez parce que c'est le seul qui va peut-être apporter une voix un peu différente ce soir. Je suis désolé, mais ils sont plus nombreux à ne pas être d'accord que d'accord. Alors voilà, ça représente à peu près, vraiment très différent. On va dire, les experts.
Pour moi, il y a déjà une première très bonne nouvelle, c'est que vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de pas mal de pays, l'Angleterre est en train de monter une forme d'exemple. Je rappelle que l'Angleterre avait, il y a 10 ans, une théorie de passer un peu comme les Allemands au tout renouvelable. Ils ont essayé et ils s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils sont dans une impasse totale. Ils font leur électricité aujourd'hui 30% avec du charbon et ils veulent tout arrêter d'ici 2025. Ils font 30% avec du gaz. Pour les Anglais, c'est sûrement une bonne nouvelle. La question, c'était pour EDF, donc pour les contribuables français. Je continue, parce que ça a à voir avec ce qui a été dit. C'est que je pense qu'il va être de l'intérêt de l'Angleterre que le projet se déroule bien. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de garantie et autres, je pense qu'en termes d'appui politique, d'appui technique et d'appui de l'industrie anglaise, qui va quand même faire à peu près la moitié du travail, ça va bien se passer. 2 tiers, 64%. Peut-être, oui. Quand même, alors derrière ça, pour la France, c'est important. Pour la France, là, moi, j'ai un avis qui est assez différent, parce que quand on regarde objectivement, il est vrai que la guerre entre Areva et EDF, entre la Finlande et Flamanville, n'a pas été souhaitable, mais il est clair que quand on regarde le travail qui a été fait avec les Chinois sur les 2 EPR en Chine, c'est quelque chose qui se passe bien. Les réacteurs du futur ne seront pas très différents de l'EPR, contrairement à ce que vous dites. Il sera optimisé. Vous en savez, on est loin de l'optimum. On est loin de l'optimum, monsieur. On est très très loin de l'optimum. On n'a quasiment pas utilisé le numérique sur cette affaire. Or, les gens de Russie, comme les Chinois d'ailleurs, ont utilisé le numérique et sont en train d'optimiser. Nous n'avons pas optimisé. Alors, sur les questions technologiques, on y reviendra, mais là, on est sur une question financière plutôt. Je voulais juste qu'on voit la phrase de Thomas Pickmal. Le grand public ne sait pas qui c'est, mais c'est pas n'importe qui. C'était le directeur financier d'EDF. Directeur financier d'EDF, on démissionne pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, il a démissionné parce que ce projet, il lui faisait peur. Regardez ce qu'il disait. Qui parierait de 60 à 70% de son patrimoine sur une technologie dont on ne sait toujours pas si elle fonctionne, alors que ça fait 10 ans qu'on essaie de la construire? Ça vous inquiète pas, ça, monsieur Pervez? C'est pas n'importe qui, Thomas Pickmal. Non, mais moi, je connais d'autres gens d'EDF qui ne sont pas directeurs financiers, mais qui sont des techniciens, et qui vous diront, et ce que je pense, que l'EPR, quand il va démarrer, sera une machine extrêmement fiable. C'est mon point de vue. On a la parole... C'est du domaine de la foi. C'est du domaine de la foi. Hein. Voilà, on a la parole officielle du lobby nucléaire français qui continue à faire croire que tout est beau, tout est joli, tout va bien, il n'y a aucun problème, et demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, EDF est une entreprise en quasi-faillite, 64, je vous rappelle quand même, 64 milliards de dettes, 100 milliards d'investissements à faire dans le parc nucléaire français. Pour le rénover. Pour le rénover, c'est-à-dire pas pour le changer, pour le rénover. Sachant qu'en 2030, on va commencer à le changer, ce qui va rajouter 250 milliards pour changer le parc nucléaire. Donc là, vous dites c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est plus qu'une goutte d'eau, d'ailleurs, 20 milliards. Ça fait exploser le projet. On ne sait pas construire les EPR. Parce que les Chinois les ont construits, mais même la SN dit qu'elle ne sait pas dans quelles conditions. Elle ne sait pas si ça pourra fonctionner ou si ça ne va pas finir en crash et en accident majeur. Alors il faut expliquer, les Chinois ils seront partenaires avec EDF effectivement dans cette opération. 33% des coûts sont supportés par le partenaire chinois, la CGN. Le problème c'est que le risque, lui, semble bien porté par EDF quand même. À 80%, si l'on en croit des clauses en cas de retard ou de surcoût, ce mauvais scénario, est-ce qu'il est imaginable des retards ou des surcoûts? Pour ça, il faut se référer au chantier EPR en cours. Et là, on va regarder, ça fait un peu peur quand même. Flamanville, il y en a en France, d'EPR en construction. 7 milliards déjà de surcoût, 6 ans de retard, c'est pas terminé. En Finlande, il y en a un qui en construction. 5,5 milliards de surcoût et déjà 9 ans de retard. Et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va être délivré. Est-ce que le projet d'Hinkley Point peut tenir à la fois les coûts et les délais, sachant que si ce n'est pas le cas, c'est EDF qui va payer à 80%. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Kaito? Oui, non, mais je pense que tous les gens qui ont regardé le dossier savent que les coûts et les délais qui sont annoncés ne sont pas raisonnables. Enfin, les délais, on est incapable de les tenir puisqu'on n'a jamais réussi à construire un modèle dans ces délais-là. Et donc, c'est pas avec l'EPR anglais qui ne ressemblera pas du tout ni à l'EPR finlandais, ni à l'EPR de Flamanville, d'ailleurs, qui sera encore un autre modèle, qu'on tiendra les délais. Mais je voulais revenir sur l'aspect financier parce que, bon, moi, je ne dirais pas qu'EDF est en faillite, il ne faut pas non plus crier au loup. Mais par contre, c'est vrai qu'EDF est devant des grands enjeux, en particulier de pouvoir rénover le parc nucléaire existant actuel pour continuer à produire une électricité à bas coût sans émettre de gaz à effet de serre. Et ça nécessite des investissements importants. Alors le chiffre exact est de 55 milliards. Et en plus, ça va donner beaucoup d'emplois en France sur les dizaines d'années à venir. Donc nous considérons que les priorités aujourd'hui, elles sont ici et elles ne sont pas à les financer. D'ailleurs, il y a quand même un sacré paradoxe, je voudrais quand même juste dire au passage, c'est qu'on va aller dire, on a un gouvernement
qui dit qu'il faut absolument aller faire des centrales nucléaires en Angleterre pour créer de l'emploi en France. Et en parallèle, il propose de fermer une centrale dont l'autorité de sûreté nucléaire dit qu'elle peut bien fonctionner pendant 10 ans parce que EDF a investi de l'argent pour la mettre à niveau, qui est Fessenheim. Le réacteur 2 donc il y a quand même depuis plusieurs mois maintenant. Écoutez, si vous pensez que l'autorité de sûreté nucléaire n'est pas compétente, mélangeons pas tout. On n'est pas sur Fessenheim ce soir. Voilà. On est sur non, mais je pointais quand même le paradoxe. C'est entendu, mais ça va rester une parenthèse. Ça va rester une parenthèse, mais pas un débat. Il y a l'aspect financier et également, nous, dans l'argumentation, il y a l'aspect industriel et social qui nous semble extrêmement important. Parce qu'effectivement, nous, le constat qu'on fait, et ce n'est pas nouveau, ça fait des années qu'on alerte, c'est que la filière industrielle du nucléaire française est en mauvais état. Et elle est en mauvais état parce qu'elle a manqué de stratégie des gouvernements successifs. Parce que je rappelle quand même que les entreprises du nucléaire, l'actionnaire majoritaire, pour toutes, c'est l'État. Or, quand on voit l'état dans lequel est Areva et qu'on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement demande à EDF de racheter la partie réacteur Areva NP, mais ça va demander du temps pour mettre les équipes, pour travailler ensemble. Et également, du point de vue de l'EPR de Flamanville, nous considérons qu'il faut attendre de le mettre sur le réseau. Là, qui sont tenus, parce qu'en fait, la CGT fait partie du lobby nucléaire. La CGT alors ça, c'est inacceptable. Est un syndicat je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Ça, je ne vous permets pas de parler de cette façon-là. Non, je ne vous permets pas. On n'est pas sûr. Moi, je me le permets. Alors, moi, je vous permets. Mais si je peux me permettre, alors moi, je suis vraiment pas du tout nucléaire, je suis pétrolier. Alors je peux vous dire que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir. C'est pas le sujet du tout. Allez-y. Le sujet, c'est est-ce que techniquement, on va tenir les délais. On va tenir les délais et les coûts. La réponse est non. Non, parce qu'on c'est un non affirmatif, catégorique. Parce qu'on fait encore quelque chose de nouveau. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Et on ne va pas tenir ni les délais ni les coûts. Et d'autre part, pour ce qui est l'essentiel, qui est, comme l'a indiqué notre ami, c'est à un moment, il va falloir faire le remplacement de l'ensemble des réacteurs d'aujourd'hui. Ce sera un nouvel EPR. Et ce sera encore différent de celui-là parce que nous n'avons pas optimisé le réacteur tel qu'il est. Nous ne l'avons pas optimisé à Flamanville. Nous n'avons pas optimisé à Hinkley Point. Il n'est pas encore le réacteur du futur. Il faut faire le réacteur du futur et par conséquent, il fallait prendre 2 à 3 ans supplémentaires. Il fallait renégocier. Avec l'Angleterre, et on n'a pas voulu renégocier. Pourquoi ? Parce que on dit le contrat anglais il est magnifique parce que il est au double du prix. Voilà, il garantit un prix d'électricité très cher. C'est un prix magnifique. Laissez-moi terminer, monsieur, s'il vous plaît. Et donc on est sur 2 à 3 fois le prix. 2 à 3 fois le prix, et on dit c'est magnifique, il faut absolument garder ce contrat parce que sans ça on est foutu. Sauf que ce ne sont pas les bonnes raisons. Les bonnes raisons sont pourquoi EDF veut à tout prix faire Hinkley Point. Voilà. C'est simple. C'est parce qu'elle a acheté une entreprise, British Energy, presque 16 milliards d'euros, qui avait 15 réacteurs nucléaires, qui fonctionnaient à moitié. 50% du parc était mort, qui avait 10 ans d'existence. C'était une entreprise par ailleurs en faillite. Et 15 milliards d'euros, c'est juste estimé au mieux 10 milliards de trop. Où sont passés ces 10 milliards ? On peut poser la question. On peut se demander si British Energy n'est pas l'uramine d'EDF. Et ça l'est. Et ça va couler l'entreprise. Et aujourd'hui, pour cacher ce scandale, ils veulent construire 2 EPR qu'ils sont incapables de construire. Par ailleurs, tout le monde sait que c'est terminé le nucléaire. C'est une industrie du passé. Mais ça, c'est une industrie du passé. C'est terminé. C'est un sujet intéressant. C'est un autre sujet, si vous voulez bien. On n'aura pas le temps déjà de venir à bout de celui-ci, donc on ne va pas ouvrir. Mais Monsieur Pervez, quand même, sur la capacité... Ça part tout azimut. Je vais revenir sur Hinkley Point. Non, mais je vais vous poser une question, et la même, et vous allez répondre. Tout le monde dit ici, autour de cette table, on ne tiendra pas les coûts, on ne tiendra pas les délais. Or, les clauses disent, ah bah si, c'est le cas, c'est EDF qui va payer 80% des coûts. Alors que les Chinois, ils ont quand même droit de veto, droit de prendre des décisions. Finalement, ils payent moins, ils ont les décisions. Nous, on n'est pas les patrons et on va tout payer, y compris si ça dérape. Est-ce que c'est normal ? Pour moi, je n'ai pas accès au fondement de ces chiffres. Je ne sais pas d'où ils viennent. Pour ça que personnellement, je peux donner un avis sur ce qui est en train de se passer maintenant. En ce qui concerne Hinkley Point, les choses qu'on va s'éclaircir beaucoup l'année prochaine, quand on va voir les EPR chinois démarrer et qu'on va voir qu'ils ont démarré réellement et qu'ils vont tourner. Et pourquoi on ne pouvait pas attendre le retour d'expérience du réacteur chinois ? Je continue. C'est ce que proposait le directeur financier. Le deuxième point, contrairement à ce que dit monsieur le Floch-Plingent, contrairement à ce qu'il dit, le réacteur EPR peut être optimisé, mais il ne sera pas très différent du réacteur actuel. Ce sera des adaptations, des optimisations. Vous n'en savez rien. C'est-à-dire que
comme j'ai la des raisons de plupart, savoir. comme la plupart des choses n'ont pas été faites dans les formes et dans les délais, il est possible que... En même temps, désolé, est-ce qu'on mais- est capable de Non mais faire... Loïc Le Flac-Président, J'ai pardon. des raisons de le savoir. C'est l'avenir qui va nous le dire. Est-ce que ce soir, c'est enregistré. Je rajoute. Est-ce que ce soir, Monsieur Pervez, vous nous dites, je vous garantis que les coûts et les délais seront maintenus. Je vous Est-ce rajoute- que non, est-ce que vous nous dites ça Vous me non laissez argumenter. Non, mais est-ce que vous nous dites ça Personne n'est capable de faire ça dans aucun projet. D'accord. Dans aucun projet. D'accord. Par contre, ce que je peux dire... Donc est-ce que le c'est risque à ce moment-là est qu'aujourd'hui- maîtrisé? C'est qu'aujourd'hui, d'une part, les équipes, vous disiez tout à l'heure que la numérisation n'était pas là. Elle est là maintenant. Non. Pour le Pas PR, encore. pour Pas Hinkley encore. Point, il l'est. Absolument. Non. Ah non, non, Il non. est en place. Ils sont partis sur du 4D Demande du fil à de manière claire. Deuxième point, aujourd'hui, en ce qui concerne Hinkley Point, à ma connaissance, 90% des marchés sont soit actés, soit en train de l'être. C'est-à-dire qu'on se trouve avec une Un point bonne de maîtrise de ce qu'on se... Un point de non-retour. Je rajoute derrière Dramatique. ça que les calendriers qui ont été effectués en Chine sont des calendriers qui ont leurs limites, à cause du système chinois, on le sait bien, mais qui sont quand même indicatifs d'une capacité à faire avancer tous les métiers les uns après les autres. En tout cas, on ne répond pas sur la question effectivement du partenariat avec Mais- les Chinois. Vous qui connaissez ce genre de partenariat, est-ce que ça vous paraît, j'allais dire presque léonin, ce contrat-là? Pourquoi EDF accepte de signer un truc pareil? On prend tous les risques, Mais parce que on EDF paye tout, avait- et s'il y a des problèmes, c'est pour notre pomme. Parce que EDF avait un besoin urgent d'argent, d'un partenaire qui lui apporte à la fois des moyens financiers et des compétences de maîtrise d'œuvre des grands chantiers. Et donc, comme le partenaire chinois était le seul partenaire prêt à s'engager, parce que eux, leur intérêt, c'est de construire leur propre modèle de centrale nucléaire en Grande-Bretagne. Donc, ils ont accepté les conditions chinoises. Ils n'étaient pas en position de force dans la négociation. Au contraire. Marie-Claire Caïto, au conseil d'administration, qui fait basculer le vote? Ce sont les représentants de l'État? C'est l'État qui fait basculer ce vote-là? Non, mais si vous voulez, au conseil d'administration, le vote passe largement, puisque seuls les administrateurs salariés votent contre le projet, plus un administrateur Madame Parizeau, indépendant, Madame Parizeau. Madame Voilà. Parizeau. Mais donc, effectivement, nous pensons qu'à ce niveau-là, il y a quand Et un même eu un autre problème. démissionne, hein. Oui. Il démissionne juste avant, oui, tout à fait. Mais il y a un problème, puisqu'il n'y a pas le même niveau d'information de tous les administrateurs, puisque les administrateurs arrivent en conseil d'administration, on leur dit les Anglais vont prendre la décision demain, et également, il y a des administrateurs qui n'auraient pas dû prendre part au vote. Oui, Et ça, par ailleurs, les autres c'était avant. administrateurs dits indépendants, donc qui votent pour le projet, sont liés à des entreprises C'est ce qui que dit travaillent Voilà. directement C'est ou ce que indirectement j'allais pour dire. Areva et EDF. C'est ça qu'il faut voir. Donc moi je vais Donc, conclure ils sont pas là-dessus. indépendants. Moi je vais conclure là-dessus. C'est pourquoi on pousse à la roue, pourquoi tout le monde aujourd'hui dit c'est formidable, allez, on a l'impression qu'il y a eu un tout forcing le monde, incroyable. heureusement. Non mais sauf les administrateurs qui ont démissionné. Certains auraient même dit j'espère que l'État va changer d'avis parce que je vais être obligé de voter pour et franchement ça va être une catastrophe. Vous l'avez entendu ça, Madame Caïto? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, vous bien dites sûr. oui. Oui, oui. Mais non, c'est mais grave. Mais vous vous Bien rendez sûr, compte? bien C'est sûr. gravissime. C'est gravissime. On est en train de en train parler de d'une tuer. entreprise. On est en train de tuer le EDF et le nucléaire en même temps. C'est-à-dire que avoir un échec dans le nucléaire en Angleterre, c'est à la fois tuer le nucléaire et français, et c'est à la fois tuer On EDF. ne va pas pleurer pour le nucléaire, mais par contre, on pourra pleurer Moi, je pleure pour le EDF. nucléaire. Il n'y a pas de raison. Je suis pétrolier et je considère que Oui. lorsqu'on a 75% d'électricité nucléaire en France, Ouais. on essaie de sauver le nucléaire. Comme Monsieur Pervez, c'est Moi, un peu seul pour. je suis obligé Ouais. de dire que Allez-y. on verra en 2018, une Voilà. fois que seront passées les élections allemandes et françaises, on va voir que l'Europe va devoir changer sa politique concernant l'électricité. C'est une catastrophe. On a un non-marché qui repose totalement sur des subventions. Je pense que les choses ont beaucoup le bougé nucléaire et et je les crois, énergies que carbonées. les C'est pas lié à Anglais, Hinkley Point, monsieur je crois Pervez. que les Anglais Mais ça ne montrent sauve la pas bonne le voie nucléaire. aujourd'hui Et les en Anglais, construisant c'est pas un mix subventionné. équilibré. Et c'est bien, Et c'est bien pas pour et ça. C'est Les bien 30 parce milliards que de surcoûts payés par les ménages anglais pour financer Hinkley Point, c'est pas de la subvention? c'est bien parce Non, que c'est encore un bien autre parce sujet, qu'il et là, faut on arrive à la sauver le fin. nucléaire Allez. qu'il faut ne pas faire Hinkley Point, de mon point de vue. Une conclusion. Pas tout de suite. Une conclusion. Pas de- Un mot de conclusion pour chacun d'entre vous. Moi, une conclusion très simple. Moi, je fais partie du lobby du service public de l'énergie parce que je pense que l'énergie, c'est stratégique pour un pays, pour les citoyens. Je veux rappeler qu'il y a 11 millions de citoyens en situation de précarité énergétique, que la France se désindustrialise beaucoup et qu'elle a besoin d'une énergie à bas coût sans émettre de CO2 et que la fin d'EDF, ça serait une catastrophe. Loïc Le Flac-Président. Les politiciens n'ont rien à faire dans les politiques industrielles, visiblement. Ils ne comprennent pas. Et on est en train d'aller dans le mur à une vitesse considérable. C'est stupide. Voilà. Jean-Pierre Pervez. Je crois qu'on va voir une renaissance du nucléaire en Europe à partir de 2018, quand on va voir qu'on est dans une impasse climatique.
Si on veut sauver EDF, il serait temps qu'on rentre dans le 21e siècle et qu'on passe effectivement aux énergies renouvelables en France, comme l'ont fait tous les grands pays du monde. Vous avez à peu près ce soir tous les éléments du dossier pour comprendre, pour vous faire votre propre opinion. Le temps dira qui avait raison. En 2018, dites-vous, Monsieur Pervez, on se donne rendez-vous. Merci à vous. Rendez-vous On se retrouve pour le journal. Merci.